Le recyclage des batteries au menu, au programme de notre débat. Je vous présente mes invités tout de suite. Clément Leroy, bonjour. Bonjour Thomas. Bienvenue. Vous êtes associé chez Wavestone et Pierre Amance-Lapère, bonjour et bienvenue. Bonjour. Co-fondateur, président de BIB Batterie. On va parler de REP, de responsabilité élargie du producteur qui est rentré en vigueur pour les batteries électriques au cœur de l'été. D'abord, en quelques mots, Wavestone, cabinet de conseil européen important. Voilà, vous avez presque tout dit. Presque tout dit. 6000 collaborateurs dans une quinzaine de pays, avec un ADN tech très marqué, ce qui fait que typiquement sur ces sujets sur lesquels il y a à la fois du digital, des sujets technologiques très marqués, nous sommes des bons observateurs et des bons acteurs sur ces transformations lourdes des secteurs. Oui, avec évidemment des enjeux qui sont au cœur de la transformation de la mobilité, la transformation de notre économie, la transformation énergétique, etc. etc. BIB Batterie, c'est quoi ? Chez BIB, nous, notre métier, c'est de comprendre la valeur de toutes ces batteries qu'on met sur le marché. Donc une première activité sur la première vie des batteries quand elles sont dans le véhicule électrique, pour savoir combien de temps elles vont durer, quelle autonomie vous avez. Et une seconde sur le sujet d'aujourd'hui, que fait-on des batteries en fin de vie ? Et donc là, on travaille avec les constructeurs automobiles et tous les industriels qui donnent une nouvelle vie aux batteries, pour soit recycler ces batteries, soit les réutiliser dans une autre application. Ça veut dire que vous avez un réseau de partenaires ? Exactement, c'est ça, partout en Europe. Dès qu'un constructeur va nous fournir une batterie, c'est souvent plusieurs dizaines, plusieurs centaines, comment faire pour qu'elle puisse être réemployée de manière économique ? C'est souvent ça le défi, dans une autre application. Et donc, avec cette obligation, maintenant, organiser la collecte, la réutilisation, le recyclage de ces équipements. Clément Leroy, déjà, est-ce qu'on peut dire où on en est, le développement des batteries électriques ? Nous, on a vu plein de chiffres différents, je suis très honnête avec vous, sur la demande mondiale de batteries. On a trouvé ce chiffre qui dit qu'elle pourrait être multipliée par 4. C'est beaucoup déjà, d'ici 2030. Donc vous avez quel chiffre ? Les prospectives disent quoi ? Oui, donc c'est ça, on confirme à peu près cette tendance. Nous, on a mené plusieurs études qui montrent qu'entre 2022 et 2030, on a un x6, donc ça retombe à peu près sur ces ordres de grandeur. Pour donner des volumes, on passe d'une demande de 700 gigawattheures annuels 2022 à 4,5 terawattheures à l'horizon 2030. C'est assez vertigineux. Avec 4 principaux usages ou applications. Premièrement, mobilité électrique, vous le disiez il y a un instant. Donc effectivement, tout type de mobilité. Aujourd'hui, beaucoup de véhicules légers, mais demain, les véhicules lourds qui vont aussi entraîner de la demande. Le stockage stationnaire qui monte en puissance très rapidement. C'était une demande quasiment inexistante il y a une dizaine d'années. Aujourd'hui, ça devient des volumes très conséquents. La France est un peu en retard, mais autour de nous en Europe, c'est un sujet qui monte très fort. Troisièmement, tout ce qui est autour de l'industrie, autour des usages très spécifiques. Et puis, dernier point qui est historique, c'est l'électronique, c'est le digital, bien sûr, avec une demande forte autour de ces points-là. Donc, ces 4 leviers emmènent cette augmentation des volumes, avec en regard, aujourd'hui, une filière du recyclage qui est très faible et qui est en train de se structurer. Ces batteries dont on parle, elles viennent d'où ? Elles sont encore beaucoup, je pourrais dire beaucoup, asiatiques, chinoises. Alors, on y reviendra certainement un peu plus tard, mais aujourd'hui, clairement, il y a une dépendance quasi totale de l'Europe et même des États-Unis face à la Chine, la Corée du Sud, qui sont les deux grands manufacturiers à l'échelle internationale. Et on en reparlera peut-être un petit peu plus tard. Il y a le sujet à la fois du sourcing des métaux et des matériaux, donc la géopolitique des métaux. Et puis, il y a le sujet de la transformation pour en faire des packs batteries qui peuvent être utilisés dans les différents usages. Alors justement, de votre vigie, en quelque sorte, Pierre Amance-Lapère, ces batteries en fin de vie, c'est quoi ? C'est une opportunité pour l'Europe de réduire cette dépendance à la Chine, à la Corée du Sud ? Ça risque de l'aggraver ? Comment vous voyez ça ? J'ai très envie de rebondir sur ce que disait Clément. On est très dépendant à 90% de l'Asie du Sud-Est aujourd'hui. Toutes les batteries qu'on met sur le marché, elles mettent 10 à 20 ans à arriver en fin de vie. Une fois qu'elles sont en fin de vie, comme je disais en présentation, il y a 2 solutions. Soit on prolonge leur vie en les réutilisant, soit elles vont aller au recyclage. Nous, ce qu'on pense chez BIB, c'est que ça sera 90% qui seront recyclés. Et recycler une batterie, ça veut dire récupérer les métaux qui sont à l'intérieur pour les réintégrer demain dans des batteries. Il y a l'Union européenne qui est en train de mettre des réglementations pour qu'on puisse intégrer dans les batteries qu'on fabrique en Europe des métaux recyclés. Donc on pourrait imaginer une mine en Europe secondaire de tous ces métaux. Mine urbaine, quoi. Exactement, c'est le terme. Dans ce concept-là. C'est le terme. Donc ça peut être évidemment à ce moment-là une opportunité pour les gigafactories en Europe d'avoir ces métaux qui sont pas là sinon. Mais ce qu'il faut dire aujourd'hui, c'est que cette chaîne de valeur du recyclage, elle est surtout en Asie, qui sont évidemment les premiers producteurs de batteries. Donc c'est les premiers qui se sont positionnés sur ces marchés. Et en Europe, aujourd'hui, on n'arrive pas à revaloriser la black mass.
ce qui est le fameux mélange de métaux précieux dans les batteries. On n'arrive pas à la valoriser encore. Alors, on n'y arrive pas parce que technologiquement, on ne sait pas faire ou parce qu'on n'a pas l'écosystème, les infrastructures ou les filières pour le faire? C'est plutôt la seconde partie. D'accord. On sait le faire, mais il faut passer à l'échelle et il faut que ça soit rentable. Donc ça, il y a des projets en Europe qui sont en train d'être montés, mais c'est plusieurs années. Et on discutait des batteries qu'on met sur le marché. Il y a un peu d'incertitude, mais bon, on arrive à le voir. La grosse incertitude, elle est sur les batteries qui arriveront en fin de vie. On sait qu'elles arriveront puisqu'on les a mis sur le marché, mais on ne sait pas quand est-ce qu'elles seront là, puisqu'il y a une incertitude sur la durée de vie des batteries. Et donc les industriels qui veulent se positionner sur ce raffinage de la black mass, qui mettent des investissements en capex très lourds, il faut qu'ils puissent trouver le bon timing pour le faire. Et d'ailleurs, on voit qu'il y a en ce moment un bras de fer qui est en train de monter entre l'Europe et la Chine, notamment sur la question des terres rares. Donc on est vraiment au cœur de ces enjeux géopolitiques dont on parlait tout à l'heure, Clément Leroy, et donc de l'urgence à instaurer une économie circulaire sur ce marché spécifique en Europe. Alors c'est ça. Alors quand je disais qu'on part de loin tout à l'heure, c'est que pour l'instant, le sujet, c'est surtout de disposer de batteries. Ça n'a pas toujours été simple, y compris la mise en place de gigafactories sur nos territoires, y compris de remonter toute la chaîne de valeur sur le raffinage, sur les extractions, etc. Aujourd'hui, on assiste à un certain nombre de prises de position d'industriels, de grands industriels, Solvay, Veolia, Suez, qui ont annoncé aujourd'hui, soit par eux-mêmes, soit via des consortiums, la mise en place de grandes structures. Mais comme le disait Pierre Hermance, ça va prendre du temps et ça nécessite un alignement de planète entre beaucoup de parties prenantes. Avec une question évidemment, qui est la question réglementaire. Il y a donc cette responsabilité élargie des producteurs qui est rentrée en vigueur le 18 août dernier. Qu'est-ce que ça change pour vous, Pierre? C'est génial. D'un premier point, ça donne un cadre réglementaire stable. Et donc, comme beaucoup d'industriels, et surtout en ce moment, la stabilité, c'est pratique pour savoir ce qu'on doit construire. Il y a pas tant de secteurs qui peuvent avoir de la stabilité. Exactement. Donc vous êtes content de l'avoir trouvé avec ce règlement. C'est pas encore parfait, mais ça va dans le bon sens. Oui. Donc ça dit quoi? Ça dit que le metteur sur le marché, donc le constructeur automobile, typiquement pour ces applications-là, est responsable de la fin de vie des batteries. Et donc c'est lui qui est chargé du coup de s'occuper de cette fin de vie, et c'est surtout lui qui paiera pour ça, ou qui récupérera la batterie en fin de vie si elle a une valeur positive. C'est là que fait tout ce débat. Et donc derrière, ça sera leur mission de provisionner cet argent pour les gérer, mais aussi d'organiser toute la logistique derrière. Et ça, c'est un secteur sur lequel, évidemment, on s'est positionné parce que c'est là le gros bloqueur. Toutes ces batteries, elles sont éparpillées partout en Europe. Et pour les rapatrier de manière économique dans les centres de recyclage, ça va être un gros défi. Mais est-ce que les acteurs de la filière, ils ont anticipé? Aujourd'hui, non. Tout est à construire. C'est pour ça qu'il y a une grosse incertitude en partie sur les chiffres, sur le moment où les batteries vont arriver. Parce que si vous allez sur le terrain, ces batteries en fin de vie, elles sont où? Soit c'est des batteries toutes récentes qui ont eu une panne, c'est quelques pourcents, soit c'est des batteries vraiment en fin de vie, et là il faut remonter aux premières Zoé, aux premières BMW qu'on a mis sur le marché dans les années 2010, et là elles sont soit chez le garage, soit à la casse auto qui n'est pas encore organisée. Les constructeurs automobiles, ils ont beaucoup de défis, il y en a certains qui s'organisent et qui mettent en place des business units chez eux pour gérer ces problèmes. Mais il y a encore toute cette chaîne de ce qu'on appelle la reverse logistique des batteries qu'il faut mettre en place. Et ça, c'est un gros défi. Parce que des casses auto, il y en a partout en Europe. Mais alors, on donnait le chiffre tout à l'heure, demande mondiale de batteries, x4, x6 d'ici 2030, sur les batteries usagées, c'est-à-dire ce qui va être la matière première de ce recyclage dont on parle. Vous avez des projections, vous? Alors, la dernière que j'ai vue la semaine dernière, ce sera des ordres de grandeur, mais je crois que c'était de l'ordre de 2 à 300 millions d'euros la valeur du marché du recyclage en Europe en 2028. Et je crois que ça fait quelque chose d'entre x10 et x20 en 4 ans derrière. Et là, j'ai très envie de vous parler de l'effet ketchup. C'est quoi l'effet ketchup? Qui a été théorisé par un grand expert de la batterie, Hans-Erik Mellin, et qui dit le marché de la fin de vie des batteries, c'est comme du ketchup. Tout va arriver d'un coup. Tout le monde sait que ça va finir par arriver, mais c'est pas encore le cas. Et d'un coup, tout va se déverser bien plus qu'on aurait imaginé. Donc je refais le parallèle avec ce que je vous disais. Si vous allez sur le terrain, des batteries, il y en a partout. Je peux vous dire, je connais des hangars où il y a plein à craquer de batteries, et pourtant qui sont pas recyclés parce que la filière s'est pas mise en place, parce que c'est pas économiquement intéressant pour ces acteurs. Et alors justement, si on essaye parce que l'objectif de ce débat, c'est aussi de trouver des solutions, des verrous à débloquer pour que cette réglementation, ces règlements soient plus efficaces ou soient plus suivis, à votre avis, Clément Leroy? Alors, on a 3 grands types de verrous, des verrous technologiques, des verrous réglementaires et des verrous économiques. Sur la partie technologique, aujourd'hui, globalement, la R&D est prête, c'est-à-dire qu'on sait augmenter le taux de réutilisation et d'extraction des batteries
Pour autant, on peut aller encore chercher des pourcentages supplémentaires et chaque pourcentage en plus sera clairement de la valeur supplémentaire. Donc, il y a un gros sujet de R&D, d'innovation, donc à la fois chez les constructeurs, mais aussi dans les labos. Et donc, il y a des filières qui sont en train de se mettre en place, des filières y compris académiques autour de ces points-là. Deuxième point sur le réglementaire, donc on parle de la REP ici, c'est un cadre qui est en train de se décliner du coup dans l'ensemble des États membres de l'Union européenne, de manière plus ou moins hétérogène. Il faut voir que c'est pas quelque chose qui se met en place partout pareil, entre l'Allemagne et la France typiquement, tout ne se met pas en place. Donc on voit qu'il y a encore certainement un petit flottement à venir par rapport à ces points-là. Et puis le dernier point d'un point de vue économique, c'est ce qu'on disait, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on n'était pas du tout dans des masses critiques qui permettaient à des gigafactories de recyclage de se mettre en place. Là les volumes sont en train d'arriver, les industriels forment des alliances, des joint ventures, et donc c'est très encourageant pour se dire que le marché va basculer là dans les années à venir. Ouais. Avec quand même, on en discutait dans cette interview avec un autre interlocuteur, je crois que c'était hier, sur le fait de changer le point de vue, c'est-à-dire qu'on parle de déchets alors que ce sont des ressources. On est au cœur de nos débats. Et il me disait que les règlements, il fallait les faire évoluer parce que on considère encore que ce sont des déchets, alors peut-être pas pour les batteries, mais en tout cas pour certains, et donc ils sont bloqués aux frontières et ils peuvent pas arriver jusqu'aux usines, quoi. Il y a des sujets clairement de sécurité et de sûreté. On a vu encore ces derniers mois des incendies et il faut pas les négliger. Voilà, et clairement aujourd'hui les forces de l'ordre, les pompiers, etc. sont pas tout à fait prêts pour gérer ces grands stocks. Le lithium, ça reste des surfaces dangereuses. Il y a l'acceptabilité du grand public parce que quand on évoque l'installation d'une gigafactory aux portes d'une ville, forcément ça peut créer le fameux NIMBY, là on va retrouver à nouveau ce phénomène. Not in my backyard, pas de ça chez moi. Exactement. Et donc ça demande du foncier, ça demande de la sécurité. Et oui, pour faire évoluer la réglementation en ce sens, maintenant ça reste des matières qu'il faut bien gérer et toute la supply chain, le transport, le stockage et la revalorisation doivent se faire dans des normes évidemment très rassurantes pour toutes les parties prenantes. Est-ce qu'il y a un peu de battery bashing auquel vous devez faire face aussi? Comment ça? Dès qu'il y a une vidéo effectivement d'une batterie qui prend feu, etc. Voilà. Et puis c'est effectivement une question à vraiment adresser. Complètement. Il y a 1000 personnes qui ont des intérêts et qui n'ont pas envie qu'on passe trop vite à l'électrique. Et donc, effectivement, dès qu'il y a un argument qui montre que c'est pas l'électrique, c'est pas la solution miracle, évidemment qu'il y a du battery bashing qui se fait. Alors, et pour cacher tous les autres très très bons arguments qui nous disent qu'il faut passer à l'électrique, c'est un vrai levier. Un tout dernier mot, il nous reste une quarantaine de secondes sur l'échéance 2035, sur la fin des voitures thermiques. Là, on voit le chancelier allemand qui met la pression sur la Commission européenne pour éventuellement ralentir, assouplir ce calendrier. Vous le prenez comment? Peut-être Clément Leroy, à votre avis? Là, il faut être conscient quand même des réalités économiques de l'industrie automobile. C'est-à-dire que en fait, on est à un moment où l'industrie automobile européenne joue son avenir. Oui, on voit les voitures chinoises rouler sur nos routes de plus en plus. On voit la demande qui est faible dans un moment où clairement le pouvoir d'achat est un vrai sujet. Donc, le fait d'assouplir et de lisser me paraît aller dans l'esprit du bon sens. Voilà. De là à remettre en cause tous ces jalons, ce que certains appellent de leur vœu, je pense que ce serait vraiment un très mauvais signal envoyé par rapport aux accords de Paris et par rapport à la transition énergétique qui est en cours. Merci beaucoup à tous les deux et à bientôt sur Bismart for Change. C'est l'heure du grand entretien de ce Smart Impact, les métiers du recrutement, de l'intérim au programme avec le président d'Adéquate.